Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On commence par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. C'est Benoît Grunemwald qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique? Eh bien, on va faire un tour du côté des IPTV et des services illégaux. On en parle dans un instant. Et puis d'abord, c'est notre grande question du jour. Aujourd'hui, on va mettre en lumière sur le plateau de l'École du Futur une initiative qui, vous allez le voir, va faire bouger les lignes pour une éducation accessible à tous à l'occasion de la campagne Septembre pour apprendre lancée par la plateforme publique du bénévolat jeveuxaider.gouv.fr. Nous recevons Benjamin Richard. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippine. Vous êtes le représentant de cette plateforme et vous êtes accompagné d'Estella Stankov. Bonjour Estella. Bonjour Philippine. Vous avez 23 ans, vous êtes bénévole, étudiante aussi et ensemble avec vous, on va découvrir comment le bénévolat et le mentorat peuvent lutter concrètement contre les inégalités éducatives et permettre aussi à chacun de croire en son avenir. On en parle avec vous tous les deux dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Va falloir qu'elle se mette à jour, là, Juliette. Elle a encore plein de choses à rattraper. Moi j'adore mon petit rituel du matin. 5 minutes sur les réseaux sociaux et c'est bon, je suis à jour. Bon, on fait quoi aujourd'hui? C'est comme ça qu'on ne voit pas Juliette de la journée. Parce que nous utiliser à forte dose, nous les écrans, on va pas se mentir, ça isole les enfants, ça perturbe le sommeil et je ne vous parle même pas des effets sur l'attention à l'école. Allez, je peux très bien m'en passer. Et si vous pouviez, le temps de quelques heures, changer la vie d'un autre en lui offrant l'accès à une éducation de qualité. Voilà en tout cas l'ambition de Septembre pour apprendre, une campagne qui place le bénévolat au cœur de la lutte contre les inégalités éducatives. Mais alors comment peut-on, chacun à notre tour et surtout à notre manière, rendre l'éducation accessible à tous? C'est une question qu'on se pose tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Benjamin Richard. Vous êtes intrapreneur et représentant notamment de jeveuxaider.gouv.fr. Vous êtes déjà vu à plusieurs reprises la saison dernière et c'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau. Et vous êtes donc avec Estella Stankov, 23 ans, bénévole, qui va nous donner dans un instant un retour d'expérience du terrain justement de ce que vous faites au quotidien. D'abord, on va rappeler pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que cette plateforme, jeveuxaider.gouv.fr, notamment qui n'avaient pas assisté à la précédente émission qu'on a tournée ensemble. Qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes? Alors, jeveuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat. Donc, c'est un fonctionnement très simple. On met en relation des organisations qui ont besoin de bénévoles sur des missions d'intérêt général. Donc, ça peut être des associations, des collectivités territoriales ou des organisations publiques et des bénévoles qui ont envie d'agir. Aujourd'hui, ça représente 550 000 bénévoles qui sont inscrits, qu'on met en relation avec 14 000 organisations. Et donc, au quotidien, il y a plus de 550 missions tous les jours qui sont réalisées par l'intermédiaire de la plateforme sur des thématiques très variées. La protection de l'environnement, l'éducation évidemment, on va y revenir, les solidarités, la culture, le sport, les loisirs, la mémoire, la citoyenneté. Il y a énormément de choses qui sont possibles, il y en a forcément pour tous les goûts, en fait. Exactement. Bon, vous êtes venus tous les deux nous parler aujourd'hui effectivement de cette nouvelle campagne, Septembre pour apprendre. C'est une campagne que vous faites régulièrement, chaque année?
Oui, c'est la 5e édition cette année et on a l'habitude de fonctionner sous ce format-là de campagne. On met des coups de projecteur à certains moments de l'année pour faire rentrer des thèmes d'engagement en résonance avec l'actualité. Et donc là, en ce moment, on s'est dit que c'était quand même le bon moment pour parler d'éducation puisque c'est la rentrée. Mais on a aussi d'autres coups de projecteur comme ça, campagne de mobilisation nationale. En décembre, on travaille sur les solidarités, la lutte contre l'isolement. Au printemps, sur la protection de la nature. Et puis tout l'été, là, on a travaillé sur la question de l'accès aux loisirs, à la culture et au sport. Bon, tout ça, ça se passe notamment sur votre plateforme numérique, donc jeveuxaider.gouv.fr et vous êtes avec Estella, vous êtes bénévole, je le rappelle, sur la plateforme. Comment vous avez découvert le bénévolat, Estella ? Le bénévolat, en fait, c'était dans le cadre de ma césure durant ma licence. Et du coup, mon projet, c'était faire du bénévolat. Donc, c'est tout simple sur Internet. J'ai tapé bénévolat Rennes. Et un des premiers résultats, c'était jeveuxaider.gouv.fr. D'accord. Donc, directement, j'ai été mise sur la plateforme. J'ai choisi un des domaines. Donc, moi, c'était l'éducation. Parce que je voulais faire du bénévolat dedans. Et après, en fonction de ma localisation, la durée et le type d'activité, j'ai trouvé le Cercle Paul Bert, qui est une association d'éducation populaire où c'est là où je me suis engagée pendant 1 an et demi. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux ? J'étais accompagnatrice scolaire. D'accord. Donc on accompagnait les enfants après l'école, durant le temps de devoir, le goûter, et on faisait des activités ludiques avec eux. Donc voilà, essayer de leur donner et redonner confiance en leur capacité à apprendre et aussi favoriser les liens avec l'éducation. Bien sûr. Bon, alors il y a un programme, c'est des missions spécifiques qui sont proposées aux bénévoles comme Estella tout le long du mois de septembre, ou est-ce que c'est un programme particulier, ou en fait c'est une mise en avant plutôt de ce domaine qui est cher à Estella? Comment ça fonctionne cette campagne? Alors, même si vous ratez le créneau de septembre, il y aura toujours des missions d'éducation sur la plateforme toute l'année. Et puis, en septembre, on a effectivement plusieurs choses qui sont mises en place. On a d'abord, avec nos partenaires, donc toutes les associations qui travaillent sur les questions d'éducation, toutes les collectivités territoriales qui nous ont rejoints, on les a incités à publier des missions sur la plateforme. Donc, il y a vraiment un volume significatif de missions. On en a plusieurs milliers qui n'attendent que vous. Donc, on a vraiment cette partie de bénévolat, d'engagement. Et puis, on a toute une partie un peu plus événementielle. Tout le mois de septembre, on a notamment on a des fresques du bénévolat qui permettent de lever les freins pour trouver un peu ce vers quoi on a envie de s'engager, déconstruire un certain nombre d'idées reçues. On en a une le 11 septembre à Lyon, on a des webinaires aussi. Le 12 septembre avec la cravate solidaire, on va parler bénévolat et insertion professionnelle. Le 17 septembre avec la FEV, on va parler bénévolat et soutien scolaire notamment. Donc si vous hésitez encore sur ce que vous avez envie de faire, il y a aussi des événements et des événements de sensibilisation en ligne qui sont faits pour vous. Bon, la campagne Septembre pour apprendre, elle repose, donc on l'a dit, sur le bénévolat. Est-ce que vous pensez que le bénévolat, malgré tout, soit suffisant pour combler les lacunes du système éducatif? Ça y participe? Non, ça y participe, on ne se considère pas comme suffisant. En tout cas, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a une vision très large de l'éducation qui ne s'arrête pas aux portes de l'école et dans lequel chacun peut prendre sa part et chacun a quelque chose à donner, à transmettre. Donc voilà, on a notre petite pierre humblement qu'on essaye d'amener à l'édifice, ou en tout cas d'aider les associations qui agissent à recruter les bénévoles dont elles ont besoin, mais on n'a pas du tout la prétention de réparer le système éducatif. Non, on y contribue. Bon, et parmi ces bénévoles, justement, qui sont engagés sur ces sujets d'éducation, notamment à cette rentrée, il y a vous, Estella. Qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement plus particulier pour l'éducation? Pourquoi l'éducation en particulier? Seulement, on a tous quelque chose à transmettre. Et forcément, dans des familles, il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une éducation qui est beaucoup plus accessible. Ouais. Donc voilà, avec le Cercle Paul Bert, par exemple, on est là pour aider les enfants justement à apprendre davantage, à voir quelle méthode peut leur permettre d'apprendre plus aussi, et surtout leur donner confiance en eux-mêmes, parce que souvent ils se disent « Ah non, j'arrive pas à ça, j'ai pas ci, donc je vais pas y arriver », et non, c'est faux. Tout est dans la tête et du coup, c'est leur dire si tu peux, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu peux quand même réussir. Bien sûr. Est-ce que vous seriez engagé si ça n'avait pas été sur une plateforme numérique? Est-ce que le fait que cette plateforme soit digitale, en ligne, vous a peut-être poussé, peut-être de manière un peu plus simple, facile, évidente vers le bénévolat, ou est-ce que vous l'auriez fait de toute manière? C'est sûr que ça facilite beaucoup parce qu'à Rennes, je n'avais pas connaissance de toutes les associations qu'il y avait. Ah, c'est ça. Le Cercle Paul Bert, je ne connaissais pas du tout avant que j'aille sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, donc forcément ça facilite beaucoup. Et ce qui est super aussi, c'est que sur la plateforme, on peut choisir les types d'activités. Donc forcément, on peut voir tout ce qui est proposé dans notre ville et on est directement mis en contact avec la personne
qui est responsable de la mission. Donc le contact est direct. On est pris, on n'est pas pris, enfin voilà. Ouais, c'est très facile. Simple et facile. Benoît, est-ce que vous aviez connaissance de cette plateforme jevaider.gouv.fr? Non, je la découvre avec l'émission. Ça me semble une plateforme tout à fait exceptionnelle qui doit aider énormément d'associations qui sont toujours à la recherche de main-d'œuvre, de volontaires. Voilà. Pour moi-même participer au scout de ma ville, on est toujours en recherche de bénévoles pour venir accompagner les On va les venir jeunes. vous aider, Benoît, ça y a pas de N'hésitez problème. pas. On va créer une mission sur jevaider.gouv.fr. Quels sont justement les types de profils plus particuliers? Est-ce que vous avez plus particulièrement beaucoup de jeunes sur la plateforme, Benjamin? Beaucoup. Oui. Beaucoup. On a à peu près la moitié, on a 550 000 bénévoles inscrits sur la plateforme, on en a la moitié qui a moins de 30 ans. Et c'est vrai que ces missions d'éducation, elles intéressent tout particulièrement les jeunes. Quand on regarde, nous, les thématiques qui intéressent les jeunes, c'est vrai que l'éducation arrive en deuxième position, juste après les solidarités. Et on a tendance à considérer la jeunesse comme objet de l'éducation, en se disant, et en fait, finalement, c'est elle qui transmet en premier, qui s'engage pour faire du mentorat dès très jeune, pour même aider ses aînés dans la maîtrise des outils numériques ou pour faire. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Et donc c'est une des missions. La thématique éducation intéresse beaucoup les jeunes. Et après on a des profils très variés. On a la chance de pouvoir être présent sur l'ensemble des départements métropolitains et ultramarins et de toucher toutes les classes d'âge, tous les profils, tous les types de personnes. Il y a vraiment et en fonction des besoins et des souhaits, on a aussi la possibilité d'avoir des engagements qui sont très courts, très ponctuels ou des engagements réguliers comme du soutien scolaire. On a forcément quelque chose qui peut correspondre. Oui, l'avantage d'Estella, c'est que tout ça, ces engagements, ils s'adaptent en fait à votre emploi du temps aussi de très prochainement étudiante. C'est cette facilité, cette modularité qui vous plaît aujourd'hui dans cette plateforme aussi? Ah oui, totalement. C'est qu'on peut trouver des missions qui soient une fois par semaine, une fois par mois ou alors 2 fois par semaine. Enfin, il y a de tout. Donc franchement, le bénévolat, c'est super accessible. Donc, on peut s'engager dès qu'on a le temps libre, on cherche dessus et on trouve directement. Donc, le message, c'est lancez-vous. Vous envoyez aux autres. Et on apprend beaucoup aussi. Bon, génial. Et bien justement, vous allez continuer de nous raconter tout ça tous les deux. Dans un instant, d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète Tech. Images et vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités pour parler mentorat, bénévolat aussi sur cette semaine, ce mois de l'apprentissage aussi. On va en parler avec vous. D'abord, on va laisser place à la chronique de Benoît Grenemval qui a une idée derrière la tech. Alors Benoît, aujourd'hui, vous allez nous proposer une plongée dans les services, disons, plutôt alternatifs pour visionner nos séries, films ou même compétitions sportives. On pense immédiatement, forcément, à la Ligue 1 parce que c'est elle qui a remis sur le devant de la scène l'IPTV. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous, Benoît, est-ce que vous pouvez nous débuter cette chronique par un rappel? Qu'est-ce que c'est que l'IPTV? Eh bien, l'IPTV, c'est un protocole. Et donc, par abus de langage, on va utiliser ça pour définir des boîtiers. Mais c'est avant tout la façon dont les fournisseurs de contenu vont pouvoir nous envoyer le contenu, à la fois sur nos télés, mais également sur nos smartphones, pourquoi pas, dans des applications, sur des boîtiers. Et l'IPTV, c'est utilisé énormément par la SVOD, donc l'offre générale qui est Orange, OCS, HBO, Netflix. Et donc, tout ça est du contenu. Et c'est propulsé par l'IPTV. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'acheter un boîtier pour visionner un programme dit IPTV? Et non, on n'est pas obligé d'avoir un boîtier. On peut tout à fait l'avoir sur son ordinateur ou sur son smartphone. Et il y a un lecteur qui est très connu qui s'appelle VLC. Ah oui. Et ce lecteur VLC est un lecteur qui permet de recevoir de l'IPTV. D'accord. Alors, quels sont les avantages justement de l'IPTV en général et pas forcément uniquement en version illégale? Eh bien, l'IPTV, je pense qu'on l'utilise quasiment tous. Techniquement, on peut faire énormément. À la fois pour nous, en termes d'accès à des catalogues qui sont très larges. On peut également avoir des replays, on peut avoir des différés, on peut avoir le sous-titrage, le multilangue, ça c'est bien pour se plonger dans une autre langue. Et puis côté annonceur, c'est très intéressant aussi parce que l'annonceur, comparé à l'ancienne télé hertzienne, eh bien, va pouvoir récupérer des informations sur nos usages. Et notamment ensuite, pourquoi pas, grâce à l'intelligence artificielle, nous profiler, mieux nous connaître, pour, pourquoi pas, nous proposer des contenus qui nous plaisent, mais aussi mieux nous connaître et revendre nos informations si c'est dans les conditions générales d'utilisation. Est-ce que les contenus IPTV du côté légal sont protégés contre le piratage ou la diffusion à d'autres personnes? Ils sont protégés à la fois parce qu'on va utiliser un compte, un login, un mot de passe, et que ce login et mot de passe va nous permettre de nous connecter à notre diffuseur. Et ça va être aussi protégé sur les contenus qui sont envoyés. Ceux-ci, même si on les enregistre par exemple sur sa box, qui est elle aussi un formidable outil d'IPTV, eh bien on ne va pas pour autant pouvoir récupérer le fichier et ensuite le relire ou le partager. Donc il y a ce qu'on appelle la DRM, c'est la gestion des droits d'accès au contenu numérique qui protège les ayants droit. On ne peut pas évoquer la lutte contre le piratage de contenu sportif ou encore culturel sans évoquer, bien sûr, l'Arcom. Qui est donc cette autorité? Eh bien, c'est une autorité indépendante qui est née en janvier 2022 et qui est la fusion entre le CSA et Hadopi. Donc il y a plusieurs rôles à cette autorité, notamment répondre aux transformations du paysage numérique audiovisuel qui est grandissant. Et c'est à la fois un régulateur qui a des compétences qui sont renforcées, élargies par rapport au CSA et Hadopi. Et c'est aussi la garante des libertés de la communication et d'expression dans les espaces audiovisuels numériques qui sont les nôtres. Donc voilà, cette mission est assez large. D'ailleurs, il y a des rapports que produit l'Arcom sur lesquels on va pouvoir utiliser pour avoir des chiffres. On a vu donc avec vous l'offre IPTV légale, mais il existe aussi, et c'est un peu moins bien, et on n'en communique pas trop dessus, mais une multitude d'offres illégales. Qu'en est-il? Eh bien, alors je ne vais pas vous dire comment trouver ces fameuses IPTV illégales. Ce que dit l'Arcom, par contre, c'est que 32% des internautes qui ont recours à ces services illégaux utilisent les réseaux sociaux. Par exemple, pourquoi pas des plateformes chiffrées qui font l'actualité en ce moment, pour pouvoir trouver les sources et accéder à ces différents contenus. Et donc, comme pour l'offre légale, il y a un boîtier, il n'y a pas de boîtier. Et surtout, on va pouvoir, bien souvent, même si c'est illégal, payer. Donc on va s'abonner à un service illégal, ce qui n'est pas anodin et assez inhabituel. Non, et ce qu'on ne recommande pas évidemment. Alors justement, on va passer avec vous en revue les risques auxquels on fait face lorsqu'on utilise des logiciels ou des services illégaux. En premier lieu, existe-t-il un risque de se voir infecté par des logiciels malveillants? Et oui, parce qu'en fait, quand on contracte avec une société illégale d'IPTV, la plupart du temps, on va nous demander d'installer un logiciel où on va donner des informations sur notre ordinateur ou voire même sur notre Smart TV. Et donc, à partir de là, quand on commence à commercer avec une entreprise illégale, on ne sait pas si celle-ci va pas nous envoyer un logiciel malveillant. Elle n'est pas tenue, comme les grandes entreprises qui ont pignon sur rue, à être loyale envers nous.
Alors, vous avez identifié aussi un second risque, celui qui met en danger nos données personnelles. Et oui, parce qu'à partir du moment où on va commencer à acheter ces services, eh bien, on va transmettre des informations, une adresse email, on va créer un compte, on va aussi, pour pouvoir payer, eh bien, transmettre soit des coordonnées bancaires, soit utiliser des moyens de paiement alternatifs. Et là, c'est encore une fois le risque de deviser, de commercer avec une entreprise illégale. Alors, il y a aussi un risque juridique, peut-être le premier qui inquiète lorsqu'on utilise les IPTV. Que prévoit la loi ? Eh bien, la loi est très claire là-dessus. On parle de recel de contrefaçon et c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et ou de jusqu'à 375 000 € d'amende. Donc, généralement, ça refroidit. Ça calme. Bon, il faut voir quand même qu'en 2023, l'Arcom a mené 232 sanctions pénales et 217 mesures alternatives. Ce n'est pas forcément un chiffre important, mais par contre, quand ça arrive sur nous, généralement, ça calme. Et d'ailleurs, ce que dit l'Arcom aussi, c'est qu'à partir du moment où ils émettent des avis qui correspondent à ceux que l'on avait sur Adopi, des alertes qui sont envoyées par email notamment, c'est une réponse graduée, eh bien, les comportements malveillants s'arrêtent très rapidement. Dernier volet avec vous, plutôt dans la catégorie inconfort. Benoît, ce sont les performances des IPTV. Quel est le constat général ? Eh bien, le constat général est que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces sociétés illégales ne sont pas tenues à la qualité. Et il faut savoir aussi que si l'utilisateur est assez peu sanctionné, les sites qui émettent ou qui hébergent ces flux vidéo sont, eux, souvent bloqués. Et ce que dit l'Arcom, c'est qu'à peu près en 2023, 27% des consommateurs de ces services illégaux eh bien, ont été confrontés personnellement à des blocages liés au blocage de l'Arcom. Oui. Donc au final, vous êtes en train de regarder une compétition sportive et puis celle-ci s'arrête, il faut retrouver un autre lien illégal, repasser ailleurs. Au moment du but en plus. Et voilà, c'est au pire moment. Et donc, il faut retrouver un nouveau lien pour diffuser, pour avoir accès à ce service, ce qui est souvent pénible. Et alors, un dernier conseil de votre part, Benoît, en guise de conclusion. Oui, bien entendu, libre à chacun d'enfreindre la loi. Maintenant, on peut le faire en connaissance de cause, notamment sur les IPTV. Le conseil, c'est attention à vos données personnelles, attention à vos données bancaires lorsque vous êtes sur Internet, d'une manière générale, en particulier sur des services illégaux. Et attention au malware. Et puis surtout aux arnaques, parce que beaucoup vont profiter de l'intérêt de la Ligue 1 ou des compétitions sportives pour vous proposer des services qui en fait n'existent pas. Les bons conseils de Benoît Gruneval. Merci beaucoup pour cette chronique. Et puis on va lancer la deuxième partie du talk. On va continuer à parler de cette campagne de jeveuxaider.gouv.fr ensemble tout de suite. On parlait de cette génération à laquelle vous appartenez, Estella, qui est une génération, c'est vrai, on le dit régulièrement, plutôt engagée. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Parce que dans les médias, il y a deux points de vue. Il y a d'un côté la génération engagée qui soutient notamment les aînés, engagés sur l'éducation, sur l'environnement. Et puis d'un autre côté, cette génération qui, si on le dit de manière très franchement, en reprenant les titres d'actualité, qui n'en fout pas une. Vous êtes plutôt du premier côté, je crois, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette génération ? C'est sûr qu'après le Covid, il y a eu un gros frein dans l'engagement étudiant. Et il y a beaucoup d'étudiants que je connais qui veulent s'engager, mais comme il y a la précarité qui augmente beaucoup, ils n'ont pas le temps. Bien sûr. Parce que la plupart, il y en a beaucoup qui doivent travailler à côté des études, donc faire du bénévolat, c'est pas possible, c'est pas compatible avec leur emploi du temps. Donc, il y a une jeunesse très engagée, il y a aussi une partie qui veut être engagée mais qui ne peut pas. C'est assez paradoxal, effectivement. Vous partagez ce point de vue Oui, tout à fait. Nous, on sait que... On sait qu'il existe un engagement qui correspond à chacun, mais qu'on n'a pas forcément toujours le réflexe, on ne sait pas toujours où chercher, ou alors on a un certain nombre de freins. On se dit, est-ce que je vais savoir faire ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est compatible avec mes horaires ? On a beaucoup de choses comme ça qui viennent nous empêcher de toquer à la porte des associations. Donc c'est vraiment notre mission. L'intuition, c'est que les gens sont par nature engagés, ils ont envie d'agir, mais qu'ils n'ont pas forcément les outils à disposition. Et pour ce qu'on voit de cette génération sur la plateforme, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'agir. On voit plutôt la deuxième catégorie. Et c'est important, c'est plutôt sympa à souligner, effectivement. Une autre chose qui est proposée sur jeveuxaider.gouv.fr, Benjamin, c'est le mentorat. Est-ce que vous pensez justement que le mentorat soit une solution durable pour réduire, entre autres, en ce mois de septembre, dans le cadre de cette campagne, les inégalités éducatives, ou est-ce qu'il doit être complété par d'autres initiatives auxquelles vous pourriez penser ?
Non, le mentorat fait vraiment partie de l'éducation. On s'est beaucoup concentré depuis le début de l'émission sur le lien avec l'école aujourd'hui et sur le bénévolat qui est dirigé vers l'école, vers les élèves. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et la campagne Septembre pour apprendre est assez large. On travaille aussi sur les questions de mentorat, d'insertion professionnelle, de formation et qui ne s'adresse pas uniquement aux jeunes parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et continuer à se former. Donc effectivement, le mentorat est une belle solution. Elle s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux jeunes. Et puis, ça peut être aussi, au bout d'un moment, on peut avoir aussi envie de transmettre, de faire d'autres choses. Donc, on constitue des binômes, on crée des relations. Et parfois, le simple fait d'avoir ce lien en dehors du système scolaire, en dehors d'un certain nombre d'institutions, ça aide aussi à retrouver des repères, de l'énergie et d'avoir accès à d'autres savoirs, à une autre manière d'apprendre qui fait ses preuves. Parce que c'est sur plein de sujets différents, un peu comme le bénévolat. On peut mentorer quelqu'un ou être mentoré sur divers sujets. Exactement, exactement. Il y a plein de sujets. Alors c'est quand même majoritairement lié à l'école, mais le mentorat, c'est tout simplement la constitution d'un binôme sur des sujets de formation et d'évolution, et ça peut aller sur tous les sujets et tous les âges. Et je crois justement qu'Estella, vous êtes vous-même mentorée, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça se passe? Ça se passe super. Donc moi, c'est Robert, il s'appelle, qui me mentore. Et lui, il m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est lettres de motivation, les curriculums, les entretiens, notamment pour les masters. Et aussi de mon projet professionnel et pour les stages. D'accord. Donc c'est plus cette aide-là que j'ai demandé et donc que j'ai pu recevoir. Donc on dépose un dossier pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément comment ça se passe et qui voudraient bénéficier du même mentorat, accompagnement que vous. Comment ça se passe? On dépose une sorte d'appel à projet peut-être? Comment moi, je l'ai fait via l'Institut de l'engagement. D'accord. Donc eux, en fait, ils ont un programme mentorat et un programme lauréat. Donc moi, j'étais dans le programme mentorat et c'est 2 promotions par an. D'accord. Donc moi, j'ai commencé en janvier. Donc oui, on dépose un dossier avec notre projet, pourquoi on voudrait intégrer l'institut, etc. Et puis après, il y a un entretien. Et après, si on est pris ou pas pris, et puis il nous donne un mentor. D'accord. Donc, voilà. Parce que vous êtes à la fois mentoré et mentor. C'est ça. Donc on peut faire les deux sur la plateforme. On peut faire les deux. C'est quand même assez merveilleux. Le numérique éducatif, Benjamin, est au cœur de cette émission, vous le savez. Est-ce que, selon vous, le numérique peut vraiment aider à combler les écarts éducatifs ou au contraire va plutôt créer de nouvelles fractures entre ceux qui ont accès à la technologie justement et Internet typiquement pour s'engager dans des missions de mentorat, de bénévolat et autres, ou par rapport à ceux qui n'y ont pas accès? Est-ce que vous pensez que ça peut créer des fractures? Est-ce que vous avez réfléchi à ces sujets-là? C'est des sujets sur lesquels on travaille évidemment parce que notre objectif c'est vraiment d'être ouvert à tous. Donc dès qu'on crée une fracture, ce qui est formidable avec le bénévolat, c'est qu'il y a des fractures qui s'auto-résorbent. C'est-à-dire qu'on a aussi des missions de bénévolat qui aident à réduire la fracture numérique et qui sont des ateliers pour essayer d'avoir un meilleur accès aux outils. Souvent ce qui va manquer, c'est surtout, et c'est le sens du mentorat et de ces missions éducatives, plutôt qu'un accès aux outils, ça va être un accès aux bonnes informations, aux bons savoir-être, à un certain nombre de codes qui ne sont pas forcément trouvables sur Internet. Et donc, c'est en ça que les missions qu'on propose permettent aussi de surpasser et de réduire ces inégalités. Après, c'est des petites gouttes d'eau, mais c'est comme ça qu'on avance. Surtout que vous avez une vision de l'éducation accessible à tous grâce aussi par le numérique. De ce que je comprends, c'est grâce à des plateformes comme la vôtre que l'éducation va pouvoir être accessible à tout le monde. C'est votre engagement, c'est ce que je comprends. Exactement. C'est vraiment tout le sens de cette campagne Septembre pour apprendre. C'est aussi, en dehors des engagements, de porter ce message-là, de montrer que le numérique soutient la réduction des fractures éducatives, soutient cet accès à l'éducation pour tous et que c'est vraiment une campagne qu'on veut à destination de tout le monde. Partout sur le territoire. Exactement. Qu'est-ce que vous répondez, dernière question, aux jeunes qui hésitent peut-être à s'engager, qui craignent de ne pas avoir forcément les compétences nécessaires pour pouvoir faire une différence? Je crois qu'il faut tester. C'est aussi le sens de ce qu'on essaye de faire, c'est de donner le plus de proximité possible avec le terrain. Donc très vite, si vous allez sur la plateforme, vous allez pouvoir avoir des missions qui vous sont proposées à côté de chez vous. Testez. Engagez-vous 2 heures, essayez. Peut-être que c'est solidarité qui vous convienne, peut-être que c'est la protection de la nature. Il y a forcément une vocation qui va vous convenir et on ne vous reprochera jamais d'avoir essayé. Et on a tous quelque chose à transmettre, peut-être. Exactement. Aussi.
Bon, et ben voilà, le message est passé. Merci infiniment à tous les deux, en tout cas, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Benjamin Richard, je rappelle que vous êtes intrapreneur et représentant de jeveuxaider.gouv.fr et Stella Stankov, 23 ans, bénévole. Vous nous avez donné un retour d'expérience bénévole du terrain. Merci d'avoir été parmi nous. Je sais que c'était pas facile, c'est votre première télé, mais je crois que c'était très réussi. Merci infiniment. Merci aussi à notre chroniqueur du jour, Benoît Grunemwald, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.